Désolé, Jade, j'étais complètement déconnecté, tout s'est craché. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Je me suis sentie très seule. Hein. Je suis désolé, j'ai supprimé le direct sur la page, t'inquiète pas, tu n'étais pas seul, donc D'accord, ok. on peut y aller. Désolé, j'attends que la caméra revienne de ton côté, puis je Alors relance attends, il plus faut que je la rapidement. remette. Vidéo. En fait, c'est quand j'ai lancé l'enregistrement, hein, tout Ouais, simplement. d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, désolé, je renouvelle l'opération et on C'est va pas prier grave. pour que rien ne se crache. Ça m'est pas arrivé depuis un petit moment. J'ai mon petit-fils qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, je lance quand même. Tant pis, on Oui, fait ça en sera mode rigolo. Puis après, voilà. Comme ça, bonjour tu pourras te chérie. présenter aussi comme une mamie. Bonjour chérie. Les gens vont se dire une Bonjour jeune mon mamie cœur. quand même. Bonjour mon cœur. Bonsoir à tous. Écoutez, après une première anicroche technique, on va pouvoir enfin lancer l'émission. Sébastien Lay, donc pour le parti 4 piliers. Cette émission est diffusée bien évidemment par le parti 4 piliers, mais aussi par nos communautés amies, Notre Avenir Meilleur, Bruxit, et puis on partagera bien évidemment sur nos pages personnelles. Vous êtes tous encouragés à le faire également sur vos propres pages personnelles. Et puis cette émission est aussi enregistrée pour permettre en particulier, puisque nous accueillons, vous le savez, dans cette série d'émissions des candidats au départemental, afin de permettre aux candidats d'utiliser sur leur propre page et dans leur propre communication ces interviews. Aujourd'hui, nous recevons une candidate que nous soutenons dans le Vaucluse. Elle va vous parler plus précisément de son canton. Mais j'ai aussi la chance et le bonheur ce soir de recevoir quelqu'un que je connais depuis un peu plus longtemps, depuis, on va dire, pas exactement le mouvement des Gilets jaunes, mais un peu après. Cette candidate donc, au départemental, Jade Escoffier, on va la présenter, on va lui consacrer les 45 prochaines minutes. Mais en réalité, j'ai rencontré Jade, on peut parler quand même de notre rencontre, au moins intellectuelle, la première, par plume interposée. C'était dans une revue qui s'appelle la Revue politique et parlementaire, qui a été rachetée honnêtement par un ami il y a quelques années, qui est Patrick Tivolier. Et son premier numéro était en fait consacré aux Gilets jaunes. Et il y avait une partie fascinante. Je suis sûr que vous ne connaissez pas tout du mouvement des Gilets jaunes, notamment des 2-3 premiers mois. Et en réalité, il y avait beaucoup de femmes dans ce milieu initialement et des vraies forces de proposition féminines dans ce mouvement. Et Jade en faisait partie. Et donc, Jade avait donné une interview aussi sur ce sujet-là, des Gilets jaunes et des femmes chez les Gilets jaunes. Et c'est ainsi que j'ai pu la découvrir. Jade, elle va se présenter à vous, elle va vous parler de son Je vais canton. parler là. Alors, elle est avec son petit-fils, hein, vous voyez, on est en famille. C'est aussi une maman et une mamie candidate. Elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Elle est du Sud. Vous savez aussi que j'ai grandi à Marseille, donc c'est une région qui m'est chère. J'avais un papa d'ailleurs qui travaillait à La Provence, qui est le journal du coin. Donc, à un moment donné, il l'a eu dans sa zone commerciale d'ailleurs, dans sa zone de chalandise, l'endroit où habite Jade, merveilleux village dont elle va vous parler aussi. On est un peu dans les. Je ne sais pas si c'est les Alpilles ou les Luberons techniquement, tu me dis. Luberon. C'est Luberon. J'ai toujours tendance à confondre les deux et je me rends compte que les gens en local ne prennent pas très bien. Donc, comme d'habitude et comme pour les autres émissions où on vous a présenté des candidats citoyennes, on va passer le début de l'émission sur qui est Jade, comment elle est venue à la politique, parce que c'est aussi une forme de courage ces jours-ci de toujours croire dans ce processus électoral et de se présenter à une élection. Donc, elle va vous expliquer son parcours. Ensuite, deuxième partie, comme d'habitude, on aborde une thématique nationale. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé dans toutes nos vidéos, puisque le sujet que nous allons aborder, c'est celui du cannabis thérapeutique et du chanvre. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera plus des enjeux locaux dans le canton de Jade. Ce soir, je suis tout seul. Mon acolyte Loïc n'est pas avec moi. Loïc est en campagne, mais par contre, je vais le rejoindre demain. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont autour de Melun, Fontainebleau, Forêt de Fontainebleau, Bois-le-Roi, n'hésitez pas à nous contacter. On va faire plusieurs marchés. On va aller voir des associations de commerçants qui ont beaucoup souffert, bien évidemment, pendant la pandémie. Et puis, on va se retrouver aussi à plusieurs autour d'un bon barbecue. Voilà, on lance l'émission avec un peu de retard. Nous excusons bien évidemment des contraintes techniques, ça arrive. Je vais laisser la parole à Jade. Jade, j'aimerais que tu te présentes. Voilà, ta région, tes origines et surtout, ce qui est important dans ton parcours, c'est comprendre pourquoi cet engagement Gilets jaunes, ta première fonction d'élu, puisque toi, tu as déjà été élu, tu es élu, et en fait, ton engagement politique actuel et pourquoi tu te présentes au départemental.
Bonsoir Sébastien, et tout d'abord merci de m'avoir invité sur ce live. Alors, donc moi j'ai 54 ans, je suis ardéchoise d'origine et provençale d'adoption. Ah, tu es Donc, ardéchoise d'origine. Désolé, mais oui, c'est un oui, autre oui, point oui. commun, hein, parce que moi, Ouais. ma famille vient d'Aubenas, hein. Voilà. Ah, moi, un peu plus au nord. J'ai habité dans le sud de l'Ardèche, mais je suis originaire du nord. Et donc, je me suis installée dans le Luberon il y a 25 ans, je crois. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et puis, je suis venue à la politique assez par hasard. En fait, par hasard, j'habite dans un village qui est donc dans le sud du Luberon, qui s'appelle Loris. C'est un petit village de 4000 habitants. Et dans Mhm. mon quartier, j'avais un souci d'incivilité. Donc, je suis allée voir le maire. Alors, c'était en novembre 2013. Donc, je suis allée voir le maire un peu en colère, en lui expliquant que c'était pas normal ce qui se passait dans le village. Et il m'a dit, je pense que vous avez de très bonnes idées, donc venez me rejoindre sur la liste. Et c'est comme C'était un ça. maire de quelle obédience, quelle tendance Alors, politique? plutôt centriste droit D'accord. à l'époque, mais surtout, c'est qu'on s'est retrouvés à être originaires de la même région. Donc, ça, c'était un peu drôle. Et puis donc, je suis partie comme seconde sur sa liste donc en 2014. D'accord. Nous n'avons pas été élus, donc j'ai été élue d'opposition seulement, donc ça a été un petit peu complexe. Et comme vous l'entendez peut-être en back-office, je suis aussi mamie, donc c'est mon week-end Oui, de on entend garde, c'est pour ça. ça qu'il n'est pas très loin. Et donc j'ai été élue de l'opposition en 2014 et assez naturellement, quand le mouvement des Gilets jaunes est venu se mettre en place en France, j'ai rejoint le mouvement tout simplement parce que je pars du principe qu'un élu, il est élu par le peuple et quand le peuple souffre, il doit accompagner le peuple, c'est-à-dire le représenter. C'est pour ça que très rapidement, je suis allée sur les ronds-points où j'ai rencontré bon nombre de femmes, bon nombre de misères aussi. Donc les premiers rassemblements, les premiers samedis étaient assez humains et assez rapidement, ça a tourné au pugilat. Je pense qu'il y a eu une forte implication de l'État qui n'a pas su gérer cette crise. Il y a eu beaucoup de violence qui a été très mal gérée et donc c'est devenu ce qu'on a connu. Mais moi, je me suis très rapidement plus du tout reconnue dans ce que j'entendais sur les médias parce que ce n'était pas du tout l'objectif premier des Gilets jaunes. Voilà, donc mon parcours politique, donc je suis repartie aux élections municipales 7 fois en tête de liste à partir de 2019. Donc très compliqué parce que je suis partie seule. J'avais fait le choix de ne pas faire appel à un parti. C'est très difficile de le faire. C'est déjà difficile de le faire en tant que femme. Ça l'est encore plus de partir seule. Donc, quand on part seul, ça veut dire qu'on n'a pas forcément accès à la presse. On n'a pas de financement non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut tout financer soi-même. Trouver les bonnes personnes. C'est pas évident parce que la parité veut qu'on ait un nombre égal de femmes Oui. et d'hommes sur une liste. Et puis, le monde de la politique est quand même relativement violent. Il Et est on voit les violent gens. avec les nouveaux venus, il est aussi violent avec les femmes, il faut le dire, Tout à hein. fait, Ils tout ne à prennent fait, pas de tout à pincettes, hein. Il fait. n'y a pas de Absolument. traitement On privilégié voit des des femmes. choses, pour en avoir parlé avec d'autres de mes collègues qui se sont présentés, jamais on traiterait un homme de cette façon. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'une femme peut être traînée dans la boue, surtout si elle est un peu, si elle revendique certaines choses, si elle veut se mettre au même niveau que les autres, si elle l'ouvre Alors, un ce que peu tu nous trop. dis, c'est qu'en fait, si elle est soumise, et peut-être que malheureusement, il y a des personnalités féminines qui percent, mais Ouais, disons-le, alors soit elles ne sont pas du tout féminines, ou alors elles sont un petit peu soumises, hein. c'est Je me ça, rappelle, c'était Christine Lagarde, quand elle est c'est rentrée ça, en politique, elle disait à Nicolas Sarkozy, fais ce que tu veux de moi, je serai là pour te servir. Si c'est elles sont ça, dans la servilité à des c'est personnalités ça. politiques, alors là, ça flatte l'ego Absolument, masculin, tout on à les fait, accepte. Mais tout à dès que fait. ce sont des vraies femmes, comme le sont en réalité nos compagnes, nos épouses, nos mamans, nos grands-mères, C'est ça. avec leurs revendications, parfois rebelles aussi. Alors là, ça ne leur plaît plus, c'est ça? Plus du tout, plus du tout. Hmm. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai un caractère un petit peu particulier. Bon, j'ai aussi des origines, hein, le fait d'être ardéchoise, d'être bélier aussi, ça aide pas forcément. En tout cas, pas forcément sur le thème de la soumission. J'ai élevé seule ma fille, donc j'ai appris à être célibatante.
pas célibataire, mais célibatante, donc à gérer ma propre vie. Et c'est vrai qu'en politique, c'est pas du tout apprécié. C'est-à-dire que les femmes se vengent, les hommes n'apprécient pas du tout, c'est-à-dire qu'ils apprécient effectivement, comme tu le dis, plutôt les femmes soumises. Donc la campagne a été vraiment très difficile. À titre personnel, j'ai eu des attaques personnelles qui m'ont laissée sur le coup relativement dubitative, et puis j'en suis arrivée à aller déposer des plaintes. J'ai déposé 2 plaintes pendant ma campagne, donc pour des insultes sur les réseaux sociaux et pour des menaces. C'est allé jusqu'à des menaces indirectes, menaces de mort. Donc je comprends pourquoi seulement 23% de femmes sont parties en tête de liste en 2020. Et puis Parce c'est que dur, et puis la région est dure aussi. Le Vaucluse, c'est une Alors, belle région, mais c'est une terre de confrontation politique, soyons honnêtes, peut-être aussi. avec des radicalisations Tout à encore fait. plus qu'à Tout à d'autres fait. endroits. Moi, Effectivement. j'ai cette amitié, bien évidemment, parce que je suis aussi un Provençal. C'est une terre magnifique, mais c'est une terre où les gens peuvent être Les durs gens aussi. sont durs. Tout à fait. Les gens sont durs. Donc effectivement, c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire parce que notre société est en souffrance. Donc les choses sont en train de changer, et comme tout changement, à des moments, c'est un peu plus difficile, ça craque, c'est douloureux, ça casse parfois. Et donc pour moi, c'est une étape nécessaire, même si je l'ai vécu d'une manière assez difficile. Je pense que c'est une étape nécessaire, et qu'elle est d'autant plus nécessaire pour pouvoir laisser la place à d'autres personnes qui seront un peu plus peut-être dans la légèreté par la suite. Mais c'est vrai que pour les premières, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, aujourd'hui, quand même, dans la sphère parfois des anciens gilets jaunes, des mouvements citoyens, on voit qu'il y a des gens qui ont basculé aussi dans une forme de radicalisation, ou Oui, plutôt de tout à fait. nihilisme ou de désespoir, où Tout à fait. pour eux, Tout à fait. le processus électoral, la politique ne veut plus rien dire. On est d'accord que toi, tu n'es pas On est du tout d'accord. sur ce On est créneau-là. d'accord. Toi, tu es une élue maintenant depuis presque 6 ans au conseil municipal. 7 maintenant, Voilà, 7 ans. 7. Oui, Donc, tu 7 sais ans. ce qu'est la Oui, politique. tout Tu à crois fait. toujours, on est d'accord, hein, comme nous, hein, c'est le cas de tous les candidats qu'on soutient, au processus électoral. Oui, tu peux Absolument. admettre que ce processus électoral est parfois biaisé. J'imagine que c'est ton avis sur la politique Un peu nationale, vieillot, Macron, oui. etc. Mais que ce n'est pas une raison pour ne pas faire vivre la démocratie, ne pas se battre. Absolument, absolument. Après, je pense qu'il y a vraiment 2 formes d'élus. Il y a des élus qui vont être sur la construction et sur la recherche de solutions dans entre guillemets, dans une révolution pacifiste. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui tombent dans la violence, parce que la misère engendre des comportements qui sont parfois un peu extrémistes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup une question d'âge. Sur les ronds-points des Gilets jaunes, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées, donc notamment des femmes Moi qui aussi. Il avaient y avait beaucoup, 70, même à Paris, sur 80, les ouais, premières manifestations, il y voilà. avait beaucoup de retraités. Hein. Et c'est clair que ces femmes-là, si on leur met la violence en face, ce qui a été le cas, parce que les forces de l'ordre, je pense, ont fait preuve de peut-être trop de fermeté, ces personnes-là vont se retirer, rentrer chez elles, parce qu'elles n'ont pas envie de se faire frapper. Les femmes qui ont mon âge, c'est-à-dire les quinquas, voire les plus jeunes, n'ont pas non plus envie de se faire prendre à partie par les forces de l'ordre, parce que la femme, elle doit rentrer à la maison. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se permettre de se faire mettre en garde à vue, ou d'être d'être en garde blessée, à vue, parce etc. qu'on a l'obligation des enfants, et ça, c'est juste impossible. Donc, ce qui fait que les femmes se sont retirées des ronds-points petit à petit. Et si on prend un cas type, on prend un homme de 50 ans. Donc, un homme à 50 ans, il est plein d'énergie, il est plein d'hormones. On lui enlève son job parce que le job est de plus en plus difficile, notamment, je pense, aux indépendants, aux gens qui travaillent la terre. Ça fait des années qu'ils souffrent. De plus en plus, ils ont du mal à travailler. Les femmes sont parties avec les enfants parce qu'il n'y avait plus de quoi faire bouillir la marmite. Ces gens-là sont dans un état de stress, dans un état de frustration tel que si vous les mettez au rond-point avec des projectiles en face des forces de l'ordre, c'est sûr que ça pète. Pour moi, je n'excuse pas la violence qu'il y a eu. Par contre, je la comprends, parce qu'encore une fois, quand on met des personnes, et notamment des hommes pleins d'énergie, face aux forces de l'ordre, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça pète. Donc, C'est ça, c'est ce évident, qui et s'est puis passé. la violence s'appelle toujours la violence. Absolument, Âge. c'est ça. Je suis à un tout petit niveau, moi aussi je l'ai connu. Il est bien évident quand on est un homme encore vaillant et qu'on est attaqué ou qu'on On se défend, qu'on inhale quelque chose, le c'est premier ça. réflexe, c'est quand même de se défendre. Hein. Tout à fait.
Tout à toujours fait. cette partie en nous animale qui C'est fait ça. que ça nous pousse Et à puis la l'instinct survie. protecteur aussi. L'instinct de L'instinct protection. protecteur, il est L'instinct là. protecteur quand on est avec son épouse ou C'est ça. effectivement. C'est ça. C'est ça. Ok, on a bien compris ton parcours. Donc, un parcours qui est à la fois un parcours citoyen, mais on va dire que parmi les candidats citoyens, tu as peut-être un peu plus d'expérience que la moyenne, parce que tu as déjà été élu, tu t'es battu, tu as connu cette cause nationale aussi avec les Gilets jaunes, même si tu as pris tes distances. On va passer à la seconde partie, donc on va aborder un thème national. Juste une petite pause, l'occasion pour moi, un petit coup de cœur. Vous savez, j'aime bien dans ces vidéos aussi vous parler de nos rencontres. J'ai eu l'occasion récemment d'échanger avec le général Soublé. Je suis sûr que vous le connaissez. Très belle personnalité. Génial. On va essayer tous de travailler ensemble, de préparer un peu des alternatives pour 2022. C'est quelqu'un qui, comme moi, comme nous aussi à Quatre Piliers, ne croit plus trop dans cette monarchie républicaine, dans cette élection du président. On aime bien mettre ça un peu à part, l'ego. On a décidé vraiment de travailler tous ensemble déjà sur le législative, parce que c'est important de repérer 577 personnes de valeur sur le territoire et puis une personnalité éminemment humaine. D'ailleurs, je me suis permis, quand je rencontre des gens, je vérifie toujours, je ne me fie pas uniquement aux médias ou à ce que les gens écrivent. Et honnêtement, j'ai un beau-père qui est dans la gendarmerie et qui m'a dit, mais quand Soublé était dans la gendarmerie, c'était le meilleur chef des ressources humaines qu'on ait connu. C'est pas du tout un général fanfaron comme il y en a certains, très honnêtement. Je les aime pas forcément tous, mais lui, c'était un général humain qui savait s'occuper des hommes, qui sait ce qu'est la politique maintenant, qui a compris. Et un homme de valeur, et on espère tous ici que le général Soublé joue un rôle éminent au cours des prochaines années dans la vie politique française. C'était pour la petite pause, Jade, mais je vois que tu acquiesces et je sens que tu as déjà défilé dans les médias et que tu dois bien l'aimer comme moi et que je pense que tu apprécies cette intervention. On va parler donc d'un sujet on a fait énormément de vidéos chez Quatre Piliers avant même ces départementales sur beaucoup de thèmes économiques, régaliens, etc. On n'a jamais parlé du sujet du cannabis. Comme ça, de but en blanc, beaucoup de personnes vont se dire tiens, les gens chez Quatre Piliers, ils sont quand même plutôt vers la droite, alors le cannabis, non, c'est pas trop leur truc. On a tous notre expérience. Moi, vous le savez, j'ai une expérience américaine, là où ça a été légalisé aux États-Unis, ça s'est bien passé. Et puis en plus, on va parler aujourd'hui un petit peu d'autre chose, qui est le cannabis thérapeutique et le chanvre. Vous savez que récemment, le sujet est apparu encore dans la sphère publique. Macron a vite condamné. Il y a eu encore une des prises de position où les gens nous ont fait de la morale, ou je dirais même de la moraline, c'est-à-dire la mauvaise morale, au sens où la définissait Nietzsche, pour nous donner des leçons. Et donc, du coup, le sujet a été enterré assez rapidement. Mais je crois que pour les citoyens, il n'est pas enterré. Il faut en discuter. Il faudra en discuter au cours des prochaines années. Donc, Jade, est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage? D'abord, peut-être des différences sémantiques, des définitions entre cannabis thérapeutique, chanvre, et où est l'enjeu de santé publique? Parce que c'est un véritable enjeu de santé publique, notamment pour ceux qui ont des parents ou des amis, qui sont eux-mêmes qui sont passés par des cancers ou certaines maladies. C'est ça. Alors, juste pour la petite histoire, je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Donc, j'ai déclenché cette maladie, alors a priori une première fois à l'âge de 12 ans quand j'ai été survaccinée à l'époque du BCG. La maladie s'est déclarée, mais elle n'a pas été identifiée à cette époque-là. Et puis, des années plus tard, je me suis fait vacciner contre l'hépatite B. Et là, ça a été catastrophique. Donc, 3 mois de paralysie, hospitalisation, personne ne trouvait rien, etc. Et puis, arrive le mois de février 2018. Et là, énorme crise de douleur, 2 mois couchée au lit. Mais couchée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus tenir ni debout ni assise. Et le hasard a fait que le 12 février, je suis devant la télévision et je regarde une émission LCP qui s'appelle Le cannabis thérapeutique. Et à la vue de cette émission, je me suis dit, il faut absolument que je m'en procure, c'est le seul moyen que je m'en sorte. Et donc, j'ai fait tous mes amis aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, puisque dans l'émission, j'ai découvert qu'effectivement, le cannabis thérapeutique était vendu légalement, notamment en Israël. Mais mes amis m'ont dit, sans une ordonnance, on ne peut pas t'en envoyer. Donc, quelqu'un m'en a envoyé d'Allemagne. Et j'ai commencé en quelques jours, j'ai pu redormir correctement et vraiment ma santé s'est améliorée de manière absolument fabuleuse en quelques jours. Et j'ai commencé donc des cures régulières jusqu'à trouver un producteur de chanvre à côté de chez moi. Alors, la première chose que je me suis demandé, c'est quelle est la différence entre le chanvre et le cannabis? Et moi aussi, on se pose nous aussi la question. Elle est très simple. Le chanvre, c'est français. Le nom latin, c'est le cannabis. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. La seule différence, c'est que les plantes sont différentes. C'est-à-dire qu'à l'instar des tomates,
Tu as des tomates qui sont vertes, rouges, jaunes, bleues. Il y a des cannabis qui sont plus ou moins porteurs d'une molécule qui s'appelle le THC. C'est le tétrahydrocannabidiol. Et ce THC, c'est la matière psychotrope du cannabis. Donc, Et ça veut dire que les effets sont différents entre ces variétés-là? Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu as un cannabis qui est très chargé en THC, donc en tétrahydrocannabidiol, tu as un cannabis qui est très psychotrope. Donc, c'est clair que quand tu le fumes, tu es dans un état second. En revanche, si tu prends une plante, notamment le cannabis sativa, qui a les propriétés qui sont exactement les mêmes, mais sans THC, à ce moment-là, tu as tous les effets bénéfiques, notamment thérapeutiques de la plante, mais sans en avoir les effets psychotropes. Et pour tout te dire, les premières fois où j'en prenais, j'ai tellement eu peur que j'ai demandé à un ami gendarme de me tester au niveau salivaire pour vérifier si effectivement je pouvais conduire. Donc, il m'a dit non, non, il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a certains cannabis qui ne sont absolument pas porteurs de THC. Donc, c'est la grosse différence. Il ne faut absolument pas faire l'amalgame entre les deux typologies de cannabis. Il y a celui qui est récréatif, sur lequel on a énormément de buzz dans les médias, au niveau de la législation. Le législateur ne sait plus trop comment faire avec celui-ci. En revanche, le cannabis qui est exempt de THC, celui-ci, on peut le fumer, le boire en infusion, on peut en faire des macérats, on peut en faire tout ce qu'on veut, on n'a absolument aucun effet psychotrope. Voilà. D'accord, mais aujourd'hui, quelle est la position des législateurs sur cette seconde variété? En dehors d'un cadre médical strict, il n'y a pas de légalisation. Alors, difficile, parce que en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on fait des recherches historiques sur le cannabis, en fait, le cannabis a toujours été référencé depuis 3700 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens cultivaient déjà du cannabis. Les Égyptiens aussi. Ouais. Les Égyptiens. Et en fait, tout au long de l'histoire, on retrouve des écrits prêtres. Tout le temps, de partout. Donc, ça veut dire que tout au long de l'histoire, on parle de cannabis jusqu'aux années 30 aux États-Unis, où il y a eu une guerre psychologique entre, d'un côté, les cultivateurs de cannabis et de l'autre côté, les cultivateurs de bois et surtout l'industrie pétrolière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, donc à l'époque de Benjamin Franklin, de Roosevelt, comment il s'appelle, Lincoln, à cette époque-là, les agriculteurs étaient pratiquement obligés de cultiver du cannabis sous peine de prison. C'est-à-dire qu'en Virginie, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, le paysan qui refusait de cultiver du cannabis pouvait se retrouver en prison. C'est-à-dire que l'industrie du cannabis alimentait tout, dans la mesure où on peut tout faire avec le cannabis. On peut faire du filage, on peut faire des cordes, on peut faire des tissus, on peut faire de la biomasse, on peut faire évidemment du carburant, on peut faire du papier et on peut faire des médicaments. Donc, ce qui veut dire que toute cette industrie s'est battue dans les années 30 jusqu'au 2 août 1937, où à ce moment-là, les industries chimiques ont pris le pas dessus et ont décidé d'interdire le cannabis. Donc, ce sont les industries chimiques et pétrolières qui avaient intérêt à remplacer les industries traditionnelles qui étaient alimentées par le cannabis. C'est ça. Et ce qui fait que jusqu'en 1961 ou 1961, cette interdiction arrive en France. Et à ce moment-là, enfin en France, en Europe, à ce moment-là, effectivement, le cannabis est définitivement enterré. Et donc, la place est libre pour toute l'industrie pétrochimique. Les industries, notamment de l'agriculture chimique, elle prend tout son essor à partir des années 60 et on arrive à l'époque où on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire à avoir des procès contre l'industrie chimique, puisque le suicide des agriculteurs et les maladies des agriculteurs, on en parle de plus en plus. Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui attaquent Monsanto, qui gagnent contre Monsanto, puisque Monsanto fait partie des grosses industries chimiques qui ont vraiment empoisonné la terre. Et donc, derrière, on se retrouve avec une revalorisation et une réintégration petit à petit du cannabis, puisque le cannabis a ça de particulier, c'est qu'il a besoin de rien pour pousser. En gros, tu prends des graines, tu les jettes dans la terre, même dans une terre qui est relativement aride, le cannabis pousse. C'était ma question, parce que c'est pas la terre où tu vis, et c'est quand même, bon, même si il y a l'agriculture, c'est une terre difficile, hein, il fait très chaud, c'est aride. C'est ça. Par exemple, parce que dans ces zones-là, ça pousse. Ça pousse très bien. Alors, je sais que légalement, je n'ai pas le droit de montrer des photos, par exemple, puisque la législation veut que si je reprends un article de la Provence, par exemple, où il y a une jolie feuille de cannabis dessus, si je la mets sur mon site,
j'ai pas d'ennui. Par contre, si c'est moi qui mets une feuille de plante que j'ai photographiée, j'aurai des ennuis légalement. Donc, j'ai visité une culture il y a 2 jours, exactement. Donc, c'est un jeune agriculteur qui habite pas très loin de chez moi. Donc, bien évidemment, sur les conseils des autorités, les champs doivent être protégés parce qu'on ne voit pas la différence entre un cannabis avec THC et l'autre qui est sans THC, mais les plants se portent très bien chez nous. La seule chose dont ils ont besoin, c'est d'avoir de l'eau, du soleil, et c'est vrai qu'en Provence, on a ça. Il y a ce qu'il faut. Alors, parlons un petit peu des effets thérapeutiques, bénéfiques. Donc, ce qu'on comprenait de ton expérience, c'est que quand tu as eu ta crise, qu'est-ce que ça t'a aidé, ça t'a soulagé? Alors, il me semble que ma maman, qui a eu plusieurs graves cancers, à un moment donné aussi, dans un cadre médical, a eu ce type de traitement, ça l'a soulagé. C'est quoi l'effet? C'est similaire à de la morphine, mais en mieux et en moins chimique? Alors, si tu veux, quand on utilise de la morphine va alléger la douleur parce qu'elle va supprimer les connexions neuronales de douleur. Avec le cannabis thérapeutique, on est sur un autre effet, c'est-à-dire que bien souvent, et notamment sur les maladies neurodégénératives comme la mienne, tout ce qui est spondylarthrite, tout ce qui est sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer, épilepsie, ce sont des maladies où il y a une problématique entre les neurones et les nerfs. Donc, les nerfs sont mauvais porteurs d'informations et on a une problématique de myéline. Alors, la myéline, c'est une petite substance qui enveloppe les nerfs. Ouais, on a appris tout ça là, dans les dessins de biologie, c'est la petite et substance donc, dans les cannabis, nerfs qui enroule le c'est ça, c'est ça. Et nous, on a un défaut, c'est-à-dire toutes ces maladies qu'on n'explique pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le système médical a beaucoup de mal à expliquer ces maladies, si ce n'est qu'on voit une dégénération de cette myéline. Et donc, les nerfs étant à vif, provoquent des douleurs qui sont absolument hallucinantes, même quand on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un mouvement pour avoir mal. Le cannabis thérapeutique va aider le corps à regainer les nerfs assez rapidement, et ce qui fait qu'on a des résultats assez fabuleux en matière de douleur notamment. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'information de douleur entre le cerveau et les nerfs va refonctionner correctement, et du coup la douleur diminue de manière relativement intéressante. Il y a énormément donc c'est vraiment, on est d'accord, c'est au-delà de la morphine, parce que la morphine, ça permet de passer un mauvais mouvement. Le problème, c'est que la morphine, il y a une accoutumance. Mais c'est entre guillemets un cache-misère. Là, on est déjà dans de la vertu thérapeutique réelle. Absolument. C'est pas juste de la gestion de douleur. C'est ça. Et en fait, les cannabinoïdes qui sont à l'intérieur de la plante, nous, on en a des cannabinoïdes à l'intérieur du corps, et ce qui fait que simplement, le cannabis thérapeutique va réactualiser le système de fonctionnement du corps, parce qu'on sait que notre corps se répare tout seul, sauf qu'aujourd'hui, il ne sait plus le faire. Donc, le cannabis thérapeutique va avoir plusieurs effets, notamment des effets sur les produits chimiques. C'est-à-dire que nombre de personnes qui sont comme moi sont des personnes qui ont du mal à évacuer les produits chimiques. C'est ce qui fait qu'à un moment, vous avez des paysans qui se retrouvent avec des cancers parce que l'accumulation de produits chimiques est telle dans le corps que ça crée des cellules mutantes. Le cannabis thérapeutique, lui, va aider à dépolluer le corps, de la même manière qu'il dépollue le terrain d'ailleurs. Il y a des études qui ont été faites, alors je n'ai pas la référence ici, mais ça je peux la trouver, une étude à Tchernobyl sur des terres qui étaient complètement polluées, dans lesquelles on a planté du cannabis. Le cannabis absorbe la pollution, rend la terre beaucoup plus saine, et on ne retrouve pas la pollution dans les feuilles. Et aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas expliquer ça. Pour que je comprenne bien, donc ça aurait en fait des vertus, je dirais, détoxifiantes, je ne sais pas si c'est le bon mot, à la fois sur les sols, mais aussi sur notre corps par rapport aux produits chimiques. Tout à fait, c'est ça. Donc, effectivement, sur des malades comme nous qui sommes souvent dans des déserts médicaux parce que les médecins n'arrivent pas à trouver d'abord l'origine de nos maladies, ne savent encore pas du tout comment les soulager, si ce n'est avec d'autres produits chimiques qui finalement créent d'autres effets secondaires, le cannabis thérapeutique n'a pas d'effets secondaires. C'est peut-être notre transition pour parler maintenant un peu plus du local et de ton canton. D'abord, il faudrait que tu nous représentes ton canton aussi, les limites vraiment du canton. Ce n'est pas que Loris, donc tu peux nous réexpliquer ça et le lien d'ailleurs avec le chanvre. Et puis après, je vais essayer de t'interroger un petit peu sur les problématiques locales. Alors, dans ton canton et dans la région, parce que je pense qu'il y a des particularités de PACA sur lesquelles on va revenir au cours des 15 prochaines minutes. Oui. Alors, moi, donc, je suis dans le Vaucluse. Donc, c'est un département qui est dans le sud de la France, entre Avignon et Pertuis.
La particularité de ce département, c'est que c'est un département qui est relativement pauvre, puisqu'on est le sixième département le plus pauvre de France. Ce qui est paradoxal, parce que beaucoup de gens viennent en vacances dans notre Bah oui, le département. Luberon, les gens associent ça Voilà. à une forme de richesse. Mais on a beaucoup de pauvreté. C'est ce qui fait qu'il y a peut-être aussi une tension permanente qui est assez importante. Évidemment, la suite des Gilets jaunes et la crise du Covid a forcément accentué ça. Là, j'ai regardé les chiffres en matière de chiffres. Donc, sur l'année 2020, on a 3000 allocataires du RSA supplémentaires. Donc, inutile de te dire que la pauvreté est très importante chez nous, alors que nous sommes une terre agricole qui a perdu un peu de ses lettres de noblesse. Et donc, je me suis lancée au départemental aussi, parce que j'aime les agriculteurs. Moi, je suis issue d'une famille de la terre. J'ai beaucoup de respect pour ces gens qui nous nourrissent. Et pour moi, le rôle principal du département, enfin, un des rôles principaux est aussi d'aider les agriculteurs. Oui, puis alors c'est un département qui, pour nous, dans l'imaginaire même français et provençal, n'existe pas sans l'agriculture. On est d'accord que le jour où l'agriculture meurt, même le tourisme aura du mal. C'est la terre, pour ceux qui connaissent, de Giono, le grand auteur provençal. C'est pas Marcel Pagnol. Ne me parlez pas de Marcel Pagnol, c'est Giono. Giono, il décrit les vrais Provençaux. Tout à fait. Adorables, mais qui peuvent être aussi très très durs. Et c'est ceux qu'on trouve dans ces terres-là, vers Loris, vers Mossane, vers Gordes. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez nous, on a quand même aussi des cultivateurs de vin. Donc, on en a énormément. Régulièrement, il y a beaucoup de médailles. Tous les ans, au Salon de l'agriculteur, il y a des médailles qui sont distribuées dans notre département. Donc, ce qui veut dire qu'on a une richesse, mais que paradoxalement, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Je reprends un exemple qu'on connaît tous, c'est concernant les cerises. Régulièrement, tous les ans, on a des problèmes avec la mouche qui vient abîmer les récoltes de cerises. Ensuite, on a le gel aussi qui peut arriver. Sachant que, par exemple, avec du cannabis thérapeutique, on ne sera pas confronté à cette problématique, puisque avec le soleil et l'eau qu'on a en Provence, on peut aller jusqu'à 4 récoltes par an. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'en étudiant un petit peu et finalement en ne revenant que à des choses qu'on avait avant, parce que dans notre belle langue provençale, quand on parle, par exemple, tu parlais de Marseille, la canebière. La canebière, oui, à Marseille, c'était l'endroit où on amenait donc tout ce qui concerne le cannabis. La fibre était amenée pour les cordages, pour la marine, pour les toiles. Et on avait aussi, donc, sur cette fameuse canebière, les femmes essentiellement, oui, c'était les femmes qui faisaient des décoctions et qui préparaient des potions magiques pour le traitement de certaines maladies. Donc, finalement, reparler de cannabis thérapeutique dans notre région, c'est presque une évidence. On l'a oublié pendant 70 ans, mais remettre au goût du jour cette culture est, à mon sens, une des portes. Donc, toi, tu penses que ça pourrait être aussi un levier culturel, mais surtout économique aussi pour la région, énorme. finalement. Économique, on parlait de l'agriculture et il y a toujours une concurrence entre les régions, il y a une spécialisation, il y aura peut-être une forme de spécialisation à trouver. C'est ça. Si on parle maintenant des autres thèmes, alors tu vas me dire, toi, quels sont les thèmes que tu vois en local, mais est-ce que dans cette région qui est quand même essentiellement rurale, on te parle quand même, comme dans le reste de PACA, c'est un gros sujet de toute la France, des questions d'insécurité, d'insécurité physique et culturelle, ou est-ce qu'on est épargné par ça quand on vit dans un beau petit village où il n'y a pas de problème avec l'identité française, il n'y a pas forcément la criminalité partout, ou est-ce qu'on est touché, ou si on n'est même pas touché, est-ce qu'on y est sensible parce qu'on sait qu'il y a la grande ville à côté, parce que je sais pas, on va à Arles, et à Arles, on a vu des faits divers récemment horribles, et on sait que c'est une ville qui n'est pas si facile que ça, hein. D'ailleurs, c'est une belle ville, Arles, au niveau de l'insécurité, ce n'est pas une ville qui a un très bon bilan, si je puis me permettre. Est-ce qu'on parle de ces sujets-là, insécurité physique et culturelle? Énormément, parce que c'est paradoxal. On a l'impression que le Vaucluse, notamment le sud Vaucluse, que je connais mieux que le nord Vaucluse, peut être une terre relativement paisible. Et en fait, quand on regarde les chiffres, pas du tout. Pour avoir travaillé sur les chiffres de l'insécurité au moment des élections, on est 2 points au-dessus de la moyenne nationale en matière de petite délinquance. Alors, on ne parle pas de meurtre, peut-être de délinquance un peu plus citadine,
Mais en matière notamment de vol, en matière de cambriolage, en matière d'insécurité, on est très bien placé, puisque je te dis, on est à 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc Ouais, effectivement, on en parle beaucoup. oui. Il y a D'accord. de pauvreté, de l'insécurité et de la violence. Et donc, on en parle même dans les zones rurales. Parce que sur les grandes villes du coin, pas forcément du canton, Ça se voit j'en suis plus, convaincu, honnêtement, allez vous balader à Avignon ou à c'est Arles, ça, vous comprendrez de quoi je parle. Hein. absolument, Pas c'est non ça. plus des endroits, je dis, ce sont des villes magnifiques, mais ce ne sont pas non plus des endroits où je me baladerai à minuit le Non. soir, à tout moment de l'année. Les grandes villes, il n'y a pas de souci, comme dans certaines zones de Marseille. Mais c'est vrai qu'on aurait pu croire que les petits villages étaient encore épargnés. Moi, je crois que la Non. violence, même quand elle émane des grandes villes, elle va de partout, parce que en Aujourd'hui, gros, je les pense que voyous peuvent aller commettre des larcins dans des villas isolées, de partout c'est ça, finalement. Hein. c'est ça. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme d'insécurité qui est grandissante en France. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat entre la justice et les forces de l'ordre actuellement, puisqu'effectivement, il y a un débat qui me semble être important de remettre au centre des débats. Cependant, il y a aussi une forme de laxisme qui est là depuis des années, hein, donc ce n'est pas très récent, c'est là depuis des années, et qui fait que les gens peuvent se permettre des choses en toute impunité. Je vais te donner un exemple qui s'est passé dans mon village, que je trouve absolument hallucinant. Un chef d'entreprise se fait voler de la marchandise par un de ses employés. Il sait exactement quelle est la marchandise qui a été volée. Il va dénoncer ça auprès de la gendarmerie. Il fait le listing de tout ce qui a été volé. Il donne l'adresse de l'endroit où se trouve le matériel. La gendarmerie a mis 5 mois et demi pour faire une perquisition. Oui, c'est le droit qui ne leur permet pas d'agir efficacement. On le Alors, sait. quelle qu'en soit la D'ailleurs, raison, que ce soit le droit, que ce soit le manque de temps, le manque d'effectifs, le manque de tout ce que tu veux, il n'empêche que ça veut dire que pour la petite délinquance, ils sont complètement à l'abri. Autrement dit, la personne qui vole, elle se dit de toute façon, j'ai le temps. La personne qui fait des petits délits, elle se dit, je ne risque rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à une espèce de petite délinquance qui est partout. Je fais référence à ce que j'ai vécu pendant la campagne électorale. Quand je suis allée déposer plainte la première fois, ça m'a été difficile. Il a fallu qu'on me dise, mais va déposer plainte, parce que ce qui se passe n'est pas normal. C'est-à-dire que des agressions dans la rue, les pneus crevés de la voiture, des rayures sur la voiture, voilà, des menaces ouvertes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus de l'insécurité, c'est un espèce de mode de vie qui s'est transformé, qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, les gens se sentent impunis. Donc il y a un moment, à partir du moment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le général Soublet et d'autres, moi je soutiens totalement nos militaires parce que je trouve qu'on est parti dans une espèce de délire laxiste qui fait qu'aujourd'hui, il y a des lois, mais personne ne les respecte, tout le monde s'en fiche. Certaines lois, on attend les décrets d'application, il n'y a toujours pas de décret d'application. Et soyons honnêtes, parce que chez Campion, on s'est penché aussi sur ces questions. On a de très bons spécialistes du sujet, comme Xavier Offert, par exemple. En réalité, le nerf de la guerre, alors oui, il est dans l'exécution des textes, etc., mais il est vraiment, en fait, au niveau des ministères, dans le ministère de la Justice. Bien sûr, ça serait bien d'avoir un bon ministre de l'Intérieur, et je pense que les derniers ont été plutôt moyens, mais vraiment, la clé, c'est le ministère de la Justice. On voit très bien ce qui se passe à l'heure Oui, actuelle. On a cette espèce de jeu ridicule entre Darmanin et Dupond-Moretti, et absolument. où l'un Oui, ni l'autre, finalement, donc loin de moi de dire que Darmanin pourrait de lui-même être un très très bon ministre de l'Intérieur. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec Dupond-Moretti à côté, on ne voit pas très bien où il peut aller et ce qu'il peut faire. c'est ça. Autre sujet, de toute façon, on a consacré des émissions à ces questions de sécurité, on y reviendra. Ceux Oui. qui le savent, on a beaucoup de gens aussi sur ce créneau-là avec nous chez nos 4 piliers, des généraux, Xavier Offert, donc, qui est un grand spécialiste de ces questions-là et de questions de djihadisme. Donc, on y reviendra après les élections départementales. Je voulais te poser la question, c'est une terre où on est quand même assez proche de la nature. Est-ce que l'écologie, ça revient à nouveau comme un sujet dans la campagne? Oui, absolument, absolument. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que, alors moi je suis plutôt une élue de terrain, donc je ne suis pas du tout politique. Je pense que la politique est très nécessaire, mais moi je ne suis pas élue pour changer les lois. Moi je suis élue pour faire du travail de fond et travailler dans mon secteur. Donc pour moi, les élus, il y a vraiment deux catégories. Il y a les catégories Oui. d'élus qui doivent changer le système parce qu'aujourd'hui le système est malade. Et de l'autre côté, il y a des élus de terrain qui doivent travailler sur le terrain
pour, voilà, par exemple, plébisciter des projets, trouver des idées astucieuses, changer des petites choses qui font qu'on va pouvoir avancer ensemble. Et derrière, donc effectivement, quand on me pose la question, souvent les gens me disent: «Tu as un discours d'écologique et pourtant tu es à droite». Alors, Donc ça n'a rien à voir. Nous aussi, on est plutôt oui, classé à droite mais et on a un discours dans l écologique à 4 piliers très fort, oui, beaucoup mais plus dans la développé tête que des LR. gens, voilà, dans la tête des gens, souvent, l'écologie est réservée aux personnes qui sont plutôt sur la partie gauche, alors que quand on est à droite, on n'a pas le droit d'être écologique. Donc pour moi, c'est une aberration parce que, je suis une personne qui a des valeurs de droite, bien Ouais. évidemment. J'ai été élevée, Mais en même temps, Jade, les gens ont raison de dire ça. Parce que oui, les partis institués de droite, tout à toutes et fait. tous, mais notamment le grand parti LR, n'ont jamais traité le sujet. J'ai On est bien moi-même eu des d'accord. On réunions est d'accord. avec des gens de ce parti-là auxquels je leur demandais de prendre des positions fortes en leur disant oui, vous pouvez toujours rentrer dans les détails de la réalité de la transition énergétique, mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens constatent quand même qu'il y a de la C'est ça, pollution, qu'on est mal c'est nourri, ça, c'est ça. ils constatent la décimation des espèces et de la flore. Vous ne pouvez pas juste, je suis d'accord avec vous quand vous critiquez les éoliennes et quand vous mettez en exergue les dérives de la pensée écologiste, mais qu'est-ce que vous proposez? Et la réalité, c'est que vous Absolument, allez c'est moi, sur ça, le site c'est de ça, 4 piliers, c'est il y a des ça, propositions. Sur le site de LR, il n'y a rien, à part c'est ça. dire oui, on se soucie de la Terre, de l'écologie de proximité. Je suis d'accord avec ce discours-là, mais il n'y a On se aucune soucie de la position terre, forte. on se soucie de la terre, mais on vote la prolongation du glyphosate, dans le sud, hein. Donc Voilà, ça, par petite exemple. parenthèse, donc qui est Par à mon exemple. sens, une aberration. Voilà, au lieu de trouver d'autres Voilà. solutions qui sont peut-être plus proches de nous. Donc, il y a toujours Et des demandes des gens sur le terrain, tu confirmes? absolument, absolument. Et les partis, je pense que c'est pour ça aussi que les gens fuient les partis. Alors, ce qui est paradoxal, c'est on n'a plus envie d'avoir de partis parce que les gens n'ont plus confiance dans les partis. On voit bien ce qui s'est passé chez nous là ces derniers temps entre Thierry Mariani et Renaud Muselier, donc les deux frères ennemis, comme ils disent, de Ouais. la droite. J'ai songé pendant 2 minutes à faire une partie de l'émission sur ce sujet-là avec toi, et puis Trop ensuite je me long. suis dit non, c'est pas ça. C'est que j'ai échangé avec les gens, je me suis aperçu que ça n'intéressait pas les gens ou plus. Non, C'est non. derrière Mais nous. J'ai préféré qu'on parle, tu vois, de la question du cannabis c'est ça, mais thérapeutique. Je préférais absolument. te donner 20 minutes sur ce sujet-là plutôt que de revenir sur un sujet qu'on aurait pu traiter. Effectivement, moi aussi, je suis d'origine marseillaise, donc je connais Renaud Muselier depuis très longtemps. Je suis très déçu. Tant pis pour eux, ils Voilà. appartiennent. C'est le passé pour moi, c'est Mais fini. c'est pour ça, si tu veux, que les grands partis, je pense qu'on est beaucoup d'élus, de citoyens à être extrêmement déçus des partis, entre guillemets, représentatifs, qui aujourd'hui d'ailleurs ne représentent plus rien. Cependant, quand tu pars aux élections, Nécessaire. s'il n'y a pas un parti derrière, tu ne peux pas y arriver. Donc Bien ça veut sûr. dire qu'on est dans une situation qui est extrêmement complexe, où d'un côté tu pars seul, tu n'y arrives pas, de l'autre côté, tu es obligé de choisir un parti, et pourtant les partis ne représentent plus rien aujourd'hui. Donc la situation pour un élu est vraiment pas simple. Non, non, et puis on est tous d'accord qu'on est quand même en faveur du processus démocratique classique. Tout à C'était fait, ma remarque absolument, initiale avec les Gilets jaunes. c'est ça, Et que donc la forme parti, elle est toujours nécessaire. Il peut y avoir des amours, des c'est ça, déceptions, mais c'est ça, on va toujours c'est ça, avoir besoin de c'est ça, partis. On fonctionnera toujours avec des c'est ça, partis. Même Emmanuel Macron a eu besoin d'un parti, même si c'est un parti vide, c'est c'est une ça, coquille vide, mais il en a quand même besoin, hein. Et il ne peut pas faire autrement. Donc c'est ça. voilà. Quels sont, là c'était plutôt ça venait de moi, est-ce que tu vois d'autres thèmes sur le terrain que tu abordes ou dont on te parle, ou même spécifique à ton canton dont tu veux parler, tu as encore 3-4 minutes. Non, il n'y a pas de sujet particulier Non, pas de sujet sur particulier, le si risque. ce n'est, je te dis vraiment retrouver une agriculture riche chez nous, parce que je pense que c'est D'accord. vraiment la meilleure solution pour sortir le département de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Redonner du travail à des gens qui aujourd'hui, je te dis 3 000 personnes au RSA, 3 000 allocataires supplémentaires en un an, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions. Il y a des solutions qui, à mon sens, sont proches. Ça fait des années qu'on en parle autour de nous. Les solutions sont là, il faut qu'on arrive à les mettre en place. C'est vrai que c'est du ressort du département, et c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup sensibilisée à partir Bien sûr. au départemental. Le département, ce sont les sujets de proximité, hein, il faut le C'est rappeler, ça, hein, c'est avec la ça, c'est ça, municipalité. Donc, c'est ça, quand on est tout une à élu fait de ça. terrain, c'est vraiment les élections où il faut aller. Absolument, absolument. Voilà. Ça reste quand même local. Et puis il y a des projets aussi qui sont du ressort du département. Dans mon village, on a une problématique d'un bâtiment qui est en train de partir à l'abandon, puisque c'est un hôpital qui va fermer,
puisque l'hôpital est en train de fermer, ça a été entériné, etc., sur un site très particulier qui est dans la montagne. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là donc pendant 2 ans. On a sorti un projet qui est intelligent, qui est financé à 100% par les subventions et par du financement privé. Et aujourd'hui, ce projet est bloqué parce qu'on a en face de nous des élus qui disent non. Qui s'oppose à la reconversion du site, c'est ça? Absolument. Personne ne comprend, mais les élus n'en veulent pas parce que c'est pas assez valorisant, parce que c'est pas eux qui en ont eu l'idée, parce que. Et en attendant, on a un projet qui est extraordinaire, qui a été porté par 50 personnes, une cinquantaine de personnes, qui a été validé par les institutions, à savoir le chef d'escadron du Sud Vaucluse qui l'a validé, le SDIS, il y a eu des réunions avec le SDIS, donc qui nous ont expliqué comment mettre des mesures compensatoires pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit viable. On est allé rencontrer des élus qui nous ont dit allez-y, foncez, mais certains décisionnaires disent non. Donc c'est le genre de choses qui, pour une élue de terrain comme moi, toi, que tu veux faire avancer, puisque si tu siégeais au conseil départemental, bien évidemment, c'est encore évidemment, un levier évidemment, pour les évidemment. projets de proximité. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Merci Jihad d'avoir été Avec avec plaisir. nous ce soir. Reste encore 2 minutes avec nous. Donc, je rappelle ta candidature donc, dans le canton autour de Loris. On remettra tout ça sur notre site internet. Alors, le canton, c'est Pertuis. Je pars sur le canton Pertuis, de Pertuis. techniquement. Voilà. Je ne sais jamais comment l'appeler. Je ne sais pas si c'est le canton de Loris ou c'est Pertuis. Alors, c'est le canton de Pertuis parce que le canton de mon village, qui est le canton de Cheval-Blanc, était déjà pourvu en matière de candidats. Donc, on m'a proposé de partir sur le canton de Pertuis, qui est le canton d'à côté. Donc, Pertuis, c'est une ville aussi que je connais bien pour avoir habité à côté pendant quelques années. Donc, je me lance effectivement sur le canton de Pertuis. D'accord. Quelques annonces avant de se quitter. Je vous l'ai dit, je serai demain donc, autour de la forêt de Fontainebleau, Melun, Bois-le-Roi avec Loïc. Je serai aussi à Marseille entre le 4 et le 8 juin. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent me rencontrer. Voilà, je retourne un petit peu dans ce qui était ma ville natale. Malheureusement, mes parents ont quitté Marseille. Je crois que j'avais déjà expliqué notre aventure dans la classe moyenne marseillaise, où en gros, mes parents n'ont pas voulu rester à Marseille pour la retraite parce qu'ils étaient dans les milieux populaires marseillais, dans les quartiers, ni les quartiers nord, ni les quartiers sud, entre les deux, et ça devenait de plus en plus invivable. On en reparlera un jour, on se fera tous une émission sur Marseille. J'inviterai des élus marseillais, notamment Bruno Gilles, que je connais très bien, que je vais revoir d'ailleurs début juin. Et puis, donc, je serai à Marseille entre le 4 et le 8 juin. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email tous, lay.sebastien@gmail.com ou sur les pages du parti ou d'autres pages. Je voulais signaler 2 livres avant qu'on se quitte. Notre ami, vous le savez, Michel Maffesoli, on en parle souvent ici. Son dernier ouvrage s'appelle L'ère des soulèvements. Je ne sais pas si on le voit. C'est une compilation de toutes ses réflexions sur. Alors, il avait commencé à l'époque des Gilets jaunes, mais il a poursuivi un petit peu dans cette veine un peu de la rébellion des masses populaires, je dirais, avec le Covid-19, bien évidemment. Est-ce que finalement l'esprit de rébellion à la française a été vaincu par une forme de dictature sanitaire ou pas? Vous allez voir des réflexions très intéressantes. Et puis je signale aussi, on disait qu'avec Jade, on s'était connu grâce à la revue politique et parlementaire, la RPP. Il y a un nouveau numéro hors série qui vient de sortir en partenariat avec l'HEIP. C'est sur ce qu'ils appellent les nouveaux espaces publics, c'est-à-dire l'agora du débat public, pas uniquement, bien évidemment, les conseils départementaux, régionaux, etc., mais tout ce qui se passe maintenant sur Internet, sur le web ou dans les manifestations, comment l'espace public, l'agora public s'est étendu et va en fait au-delà du politique stricto sensu. Vous le savez, la politique ne se fait pas comme le croient les politiques, uniquement sur les chaînes d'information. Ça se passe sur une myriade de réseaux sociaux explosés, une myriade de communautés. Finalement, les ronds-points, c'était des communautés. Je n'ai jamais cru au mouvement unifié Gilets jaunes, ça ne veut rien dire. Quand il y a eu des partis Gilets jaunes, ça a été une catastrophe, mais il y avait une myriade de communautés de ronds-points. Et c'est ce qui reste d'ailleurs en fait en local sur nos territoires. Voilà. On va se retrouver très prochainement. Ah oui, tu voulais parler d'un livre toi aussi? Alors oui, parce que moi aussi j'ai un livre de chevet, donc c'est ce livre-là que vous pouvez vous procurer facilement sur Internet. Sinon, vous pouvez aussi me poser des questions directement sur Facebook, sur mon profil, Jade Escoffier. J'ai aussi 2 ou 3 autres références à vous donner, donc n'hésitez pas à me poser des questions concernant le cannabis thérapeutique. Ce livre, c'est un vrai miracle, c'est-à-dire que quand on dit en bas
le titre, c'est les solutions à la crise. C'est vraiment des solutions à la crise qui sont proposées dans le livre. Voilà. Très intéressant, merci Jara. Ta candidature très intéressante, hein, Avec bien sûr, mais plaisir. le thème du cannabis thérapeutique encore plus. Je pense que, ce n'est pas encore décidé, mais la prochaine émission, ça sera en début de semaine prochaine et on devrait aller du côté, on va rester dans le sud, on ira du côté de Cannes. Vous allez voir un candidat citoyen qui lui aussi a beaucoup d'expérience puisqu'il avait même tenté de préparer une élection présidentielle en 2017. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.